Donc l'autre jour, j'ai essayé de peindre et j'ai fait l'icône de la chaîne et ça a fini par ne pas avoir l'air trop mal, un peu déformé. C'est assez mauvais, mais je le donne sur mon Patreon. Donc si vous voulez une chance de peut-être gagner cette incroyable œuvre d'art, vous pouvez simplement vous inscrire via le lien dans la description. Avez-vous déjà regardé une carte d'un pays et pensé « Eh, ça a l'air assez grand ?» Probablement oui. Et probablement lorsque vous avez regardé les plus grands pays du monde comme le Canada, le Brésil ou l'Australie. Dans ces pays, même leurs régions internes ou subdivisions finissent par être très très grands. Parfois aussi grands que d'autres pays qui existent dans le monde, ce qui nous amène à réfléchir à comment ils pourraient peut-être être leur propre pays. C'est d'autant plus le cas lorsque ces subdivisions sont plus grandes que le reste du pays, ou lorsqu'elles sont séparées par l'eau du reste du pays. Alors dans cette vidéo, je vais sélectionner quelques-unes de ces plus grandes subdivisions à travers le monde, et comprendre pourquoi elles existent, pourquoi elles sont si grandes, et essayer de comprendre pourquoi elles ne sont pas leur propre pays, si elles veulent l'être, et si cela serait même une possibilité. Et je pense que pour comprendre adéquatement ce sujet, nous avons besoin d'au moins quelques exemples. Et la meilleure façon de procéder est de les sélectionner parmi les plus grands pays. En Amérique du Nord, jetons un coup d'œil à la Colombie-Britannique, au Canada. En Europe, le Groenland, territoire autonome du Danemark, illustre la subdivision, bien qu'elle soit plutôt présente en Amérique du Nord. En Asie, nous pouvons observer la République de Sakha en Russie, et en Océanie, l'Australie occidentale. C'est 4, donc je suppose que ce n'est pas une poignée à moins que je ne coupe un de mes doigts, mais je pense que ce sera suffisant pour avoir une bonne idée de ce sujet. Alors commençons par ceux sur la vignette. Premièrement, le Groenland. Le Groenland est en fait la plus grande île du monde, pas l'Australie parce que l'Australie n'est pas une île, c'est comme une plateforme continentale ou quelque chose comme ça. Et malgré sa grande taille, ce n'est pas un pays, c'est en fait une partie du Danemark. Mais même en faisant partie du royaume du Danemark, il est très différent du reste en ce qui concerne la taille et la population. Il est environ 50 fois plus grand que le Danemark continental. La plupart du Danemark est constituée d'îles, mais la partie continentale se trouve en Europe, bien qu'appeler cela le Danemark continental soit un peu faux. Et bien qu'il semble absolument gigantesque sur certaines cartes, il n'est pas si grand. Ce qui arrive souvent, c'est que nous voyons des cartes, avec la projection de Mercator, qui déforme la taille d'une masse terrestre à mesure qu'elle s'éloigne de l'équateur, donc les choses semblent un peu plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Vous pouvez trouver des cartes où le Groenland est comme la moitié de la taille de l'Afrique, et c'est assez grand, c'est juste pas si grand. Mais encore, s'il était indépendant, ce serait le 12e plus grand pays du monde, avec une taille d'environ 2 160 000 km². Cependant, malgré la différence de taille, nous devons également penser à la population, car le Danemark en Europe compte environ 5 800 000 personnes, et le Groenland avec cette taille gigantesque n'a que 56 000 personnes. Près de 90% de ces 56 000 sont d'origine inuite, ce qui signifie qu'ils sont natifs, ou descendants de natifs du Groenland lui-même. Seulement environ 7% sont danois, et ensuite, vous avez 2% qui viennent d'autres pays nordiques. Le vaste territoire est principalement couvert de glace et il est inclus dans le cercle arctique, au moins une partie de celui-ci, étant assez loin du Danemark. Mais malgré tout, elle est devenue leur colonie vers le XVIIIe siècle, restant une colonie jusqu'en 1953, après quoi elle est devenue officiellement plus intégrée au Danemark. Il y a eu en fait une interruption entre 1941 et 1945, lorsqu'elle a été occupée par les États-Unis parce que c'était la Seconde Guerre mondiale et que l'Allemagne venait d'envahir le Danemark. Ils ont pris le contrôle du Groenland et de l'Islande de manière préventive pour empêcher une invasion des États-Unis continentaux à partir de ces territoires. Mais après la guerre, elle a été rendue au Danemark. Mais encore, après la guerre, alors que l'Europe perdait ses empires coloniaux, le Danemark a pu garder le Groenland, ce qui est étrange compte tenu de la taille et de la distance qui sépare l'île d'eux. Alors, comme d'habitude sur la chaîne, pourquoi le Groenland n'était pas financièrement en mesure d'être indépendant? C'est la raison principale. Et la deuxième est que le Danemark n'a pas choisi d'ignorer les revendications d'indépendance, ou de refuser de lui accorder l'indépendance. Ils ont opté pour une approche lente. En 1979, le Danemark a obtenu l'autonomie interne, prenant le contrôle de la plupart de leurs affaires internes. Et en 2009, cela est allé un peu plus loin, et l'autonomie a été introduite.
ce qui signifie que le Groenland est pratiquement en charge de ses propres affaires, et le Danemark n'intervient que lorsqu'il s'agit de relations étrangères ou de sujets militaires. Il n'y a pas de date fixe pour la prochaine étape de l'indépendance totale du Groenland, mais comme l'Arctique devient un sujet de discussion, comme de nouvelles routes commerciales pourraient y être ouvertes, cela pourrait signifier que le Groenland aura un très gros revenu financier. Et cela pourrait aussi signifier qu'ils ne seront pas aussi financièrement dépendants du Danemark, ce qui pourrait les pousser vers l'indépendance. Donc dans ce cas, Sarah, cette énorme subdivision de pays n'est pas encore indépendante, mais il semble qu'elle le sera dans un avenir proche. Passons maintenant à un autre exemple, celui de l'Australie occidentale, l'État le plus grand d'Australie, qui couvre environ un tiers du territoire du pays entier. Et si c'était son propre pays, il serait parmi les 10 plus grands du monde. Mais encore une fois, il faut considérer la population. Il n'a que environ 2 700 000 personnes, ce qui représente peut-être 10% du total de l'Australie, ce qui nous fait comprendre à quel point il est peu peuplé. Il contient beaucoup de déserts, et la plupart des gens semblent vivre dans le sud-ouest, autour de la ville de Perth. L'Australie occidentale est devenue une partie de l'Australie lorsque le pays s'est uni en fédération en 1901. Auparavant, ce n'était qu'une simple colonie britannique parmi d'autres. Ils ont rejoint la fédération, car les Britanniques, qui contrôlaient le territoire, le voulaient et l'ont organisé ainsi. Mais il y avait aussi des préoccupations économiques, et un avantage économique à rejoindre quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais l'idée que l'Australie devienne indépendante et se sépare existe depuis longtemps. Un mouvement sécessionniste a commencé autour du début du XXe siècle, a atteint son apogée à l'époque de la Grande Dépression, lorsque les habitants pensaient qu'ils payaient trop d'impôts et ne recevaient pas grand-chose en retour du gouvernement australien central situé à l'est. En 1933, un référendum a eu lieu, et les gens ont effectivement voté pour être indépendants et quitter l'Australie et se lancer seuls dans l'établissement d'un nouveau pays. Cependant, la loi stipulait que toutes sortes de sécessions devaient être approuvées par le gouvernement britannique, et les Britanniques ne l'ont pas permis. Cependant, plutôt que de se révolter contre le mépris de leur volonté démocratique, les gens ont simplement continué d'avancer. Peut-être parce que le problème à l'origine de leur mécontentement a été lentement résolu. Depuis, le mouvement sécessionniste s'est pratiquement évanoui. Certains prétendent encore qu'ils devraient être indépendants, principalement en raison des ressources naturelles qu'ils possèdent, comme l'exploitation minière très présente dans la région, et qu'ils pensent pouvoir soutenir un pays par eux-mêmes. Mais il est très peu probable que cela prenne de l'ampleur dans un avenir proche, et il est encore moins probable que cela se reproduise. Donc dans ce cas, cette énorme subdivision de pays n'est pas un pays, même si elle a essayé de l'être, parce que les Britanniques et les Australiens ne leur ont pas permis, et parce que récemment, les gens ont perdu l'intérêt à le faire. Alors maintenant que nous avons couvert les deux sur la vignette, passons à une autre, qui est la Colombie-Britannique au Canada. La Colombie-Britannique est la 3e plus grande province du Canada. Elle a une taille d'environ 944 000 km², ce qui équivaut à environ 10% de l'ensemble du pays. Comme les autres, si elle était indépendante, elle serait assez grande et se classerait 31e dans le classement mondial des tailles de pays, ce qui ne semble pas grand-chose lorsque le précédent était numéro 10. Mais encore, c'est une région à l'intérieur d'un pays existant, donc je pense que nous pouvons comprendre que c'est toujours assez grand. Le Canada a des provinces plus grandes que celle-ci, mais elles sont principalement constituées de forêts et de glace. Et la Colombie-Britannique a un ensemble assez pertinent de peuplement et de population, mais elle est toujours assez peu peuplée lorsque vous la comparez à d'autres provinces comme l'Ontario ou le Québec. Bien que seulement environ 5 millions d'habitants, c'est suffisant pour un pays de taille décente. Elle fait partie du Canada depuis qu'elle a rejoint, en 1871, principalement pour les mêmes raisons que les Britanniques sont organisés un territoire comme celui-ci. Mais les habitants voulaient vraiment aussi rejoindre, principalement parce que le gouvernement central avait promis une connexion ferroviaire qui, faute d'un meilleur mot, les connecterait avec le reste des provinces canadiennes à l'est. Un fait amusant. Avant de devenir une partie du Canada, c'était une partie d'un territoire colonial partagé, en quelque sorte, appelé Old Oregon, qui était administré conjointement entre le Royaume-Uni et les États-Unis. L'idée que la Colombie-Britannique soit indépendante n'a jamais vraiment pris, et malgré le fait qu'elle soit en quelque sorte déconnectée du reste du Canada, la plupart de celui-ci est à l'est sur la côte atlantique, et ils sont tous seuls sur la côte ouest du Pacifique. Mais même si les mouvements d'indépendance locaux n'existent pas vraiment, il y a le mouvement Cascadia, qui suggère que des parties de la Colombie-Britannique, de Washington et de l'Oregon pourraient se regrouper le long de leur biorégion et former un nouveau pays appelé Cascadia.
Claudia Ayuso a réalisé une excellente vidéo sur le sujet des frontières naturelles versus celles créées par l'homme. Vous devriez la regarder si vous êtes intéressé. Cette idée est liée aux connexions culturelles, environnementales et économiques entre ces régions. Cela n'a jamais vraiment pris, mais il a eu quelques partisans, notamment Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, qui a écrit quelques lettres aux administrateurs locaux pour exprimer son soutien à la création d'un nouveau pays indépendant là-bas. Bien que certains soutiennent toujours l'idée d'une Cascadie indépendante, il est très peu probable que la Colombie-Britannique, au moins par elle-même, devienne indépendante, compte tenu de ses liens forts avec le Canada, même si elle est en quelque sorte déconnectée du reste du pays, et du fait que ce serait un défi assez grand de quitter un pays qui est raisonnablement stable et même prospère. Dans ce cas, cette subdivision n'est pas un pays, parce qu'elle ne veut tout simplement pas l'être, même si cela a été une possibilité à un moment de l'histoire. Pour finir, j'aimerais citer un dernier exemple, la République de Sakha. La République de Sakha, aussi appelée Yakoutie, est une vaste région au sein de la Russie. C'est la plus grande région infranationale du monde, et elle occupe environ 20% du territoire de la Russie, qui est également assez grand, comme vous le savez. Couvrant environ 3 millions de kilomètres carrés, ce serait également le 10e plus grand pays du monde s'il devenait indépendant. Cependant, sa population est très très petite, seulement environ 1 million de personnes. La région est très peu peuplée, avec la plupart des habitants concentrés dans quelques villes, en particulier la capitale Yakoutsk. Le reste est, de la forêt et de la glace, je suppose. La population là-bas est un mélange de divers groupes ethniques, et le plus grand est le Yakoutsk, ou le peuple Sakha, qui est indigène à la région. Le deuxième plus grand groupe est constitué des Russes, arrivés lors de la colonisation du territoire. Je pense en fait qu'une vidéo couvrant et expliquant comment la Russie s'est étendue en Sibérie, un peu comme ils ont conquis l'Est sauvage, serait intéressante. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez le voir. Sakha est une région russe cruciale pour ses ressources naturelles. Il y a beaucoup de diamants et d'autres ressources qui contribuent significativement à l'économie russe dans cette région. L'idée d'une plus grande autonomie a été mentionnée, mais une indépendance totale est très improbable. Comme presque toutes les régions de Russie, elles sont assez fortement liées économiquement au gouvernement central, ce qui signifie qu'elles sont financièrement dépendantes. La structure fédérale russe maintient un contrôle serré sur l'ensemble de ces territoires. Bien qu'il y ait un fort sentiment de fierté ethnique et culturelle parmi les Yakouts, cela ne s'est pas encore matérialisé en un mouvement d'indépendance, du moins pas encore. En bref, cette subdivision de pays, absolument gigantesque, n'est pas son propre pays. Parce qu'elle a été conquise par les forces tsaristes il y a des siècles, elle a subi un processus de russification. Et elle est financièrement dépendante de l'administration centrale russe, qui évidemment ne veut pas la laisser partir. Donc, voici quelques-unes des plus grandes subdivisions de pays au monde. Comprendre pourquoi ils sont si grands, comment ils fonctionnent, et finalement pourquoi ils ne sont pas eux-mêmes des pays. Malgré le fait que certains d'entre eux l'étaient autrefois, certains veulent l'être, et certains se contentent de ce qu'ils sont. Que pensez-vous? Ces subdivisions devraient-elles être indépendantes, ou y en a-t-il d'autres que je n'ai pas mentionnées? Ou pensez-vous qu'ils devraient rester à l'intérieur des pays auxquels ils appartiennent aujourd'hui? Pensez-vous donc qu'une réorganisation territoriale en plus petites unités serait judicieuse? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme toujours, un grand merci à mes mécènes pour leur soutien direct, et merci à vous tous simplement pour avoir regardé cette vidéo. Pour accéder à du contenu bonus, des coulisses, des vidéos en accès anticipé et une chance de gagner cette superbe œuvre d'art, inscrivez-vous via le lien en description. À la prochaine pour plus de culture générale. Aujourd'hui, j'ai une autre tasse de moment que j'étais sur le point de casser. Attendez, je dois la tenir de l'autre côté. Elle ressemble à ça. Ils sont tous là, à traîner et à faire une petite réunion. Je pense que c'est ma préférée. C'est très cool.